La séance est ouverte. L'ordre du jour appelle les questions au gouvernement. La parole est à monsieur Olivier Dassault. Oui, merci. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, cette année encore, votre gouvernement récidive en demandant la suppression de l'envoi à domicile des documents papier présentant les candidats aux élections régionales et départementales. Maîtrise des coûts, meilleur impact environnemental, nécessaire modernisation de nos administrations, soit, sur le papier si j'ose dire, vos intentions sont louables. Mais en réalité, votre choc de simplification rime avec abandon d'une partie de la population. En effet, cette mesure constitue une véritable atteinte à la démocratie, notamment pour les personnes âgées, pour nos concitoyens les plus modestes ou ceux ayant des difficultés à se déplacer. Comment ne pas voir qu'il existe encore dans notre pays une fracture numérique doublée d'une fracture générationnelle? Plus de 20% des Français n'ont toujours pas accès à l'Internet. Une large majorité d'entre eux n'ont souvent pas la possibilité de se rendre en mairie ou en préfecture et devront dans ces conditions y aller 2 fois, une fois pour se renseigner et une fois pour voter. Alors est-ce vraiment le moment, Monsieur le Premier ministre? Les régionales se dérouleront en plein hiver, les cantons seront redécoupés, des binômes de candidats feront leur apparition. Même les plus initiés en perdront leur latin. C'est pourquoi, pour assurer une égalité d'accès à l'information électorale, le numérique doit être utilisé en complément du papier, pas en substitution de ce dernier. N'allez pas trop vite. D'autant qu'une partie de votre majorité vient de voter notre amendement concernant l'abandon de cette mesure en commission des finances. Aurez-vous la même sagesse, Monsieur le Premier ministre? Alors l'envoi des plis a un coût, certes, mais c'est le prix de la démocratie et je n'ose croire que sa stratégie soit une mesure en faveur de l'abstention. Merci. La parole est à monsieur Bernard Cazeneuve, ministre de l'Intérieur. Monsieur le député Olivier Dassault, vous interrogez sur les conditions dans lesquelles seront acheminés les éléments de propagande électorale pour les prochaines élections, en raison notamment de la décision qui a été prise de dématérialiser cette propagande, par souci de modernisation et aussi, il faut le dire, par souci d'économie, puisque la dématérialisation de la propagande électorale pour les élections départementales et régionales en 2015 représenterait une économie de 131 millions d'euros, dans un contexte où votre parti considère qu'il faudrait faire 3 fois plus d'économies que ce que le gouvernement fait. Il faut donc bien les trouver quelque part, ces économies, et les documenter. Mais j'entends les arguments que vous développez et je voudrais apporter quelques précisions. La première précision, c'est que dans la plupart des pays de l'Union européenne, la dématérialisation de la propagande électorale a été réalisée depuis de nombreuses années sans que pour autant l'information et le taux de participation aux élections ne s'en trouvent affectés. Deuxièmement, vous avez proposé un amendement de suppression en commission et bien entendu à l'occasion du débat qui se produira à l'Assemblée nationale autour des questions budgétaires, le gouvernement entendra l'ensemble des arguments et se positionnera sur ce sujet. En tout état de cause, même si cet amendement devait être retenu, il est possible, tout en acheminant la propagande électorale par voie postale, de mettre en œuvre concomitamment une communication par Internet qui permettrait d'engager une expérimentation et de tester cette mesure en vue de la généraliser ultérieurement. Merci, Monsieur le Ministre. La parole est à Monsieur Hugues Fourage. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, mes chers collègues, ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, l'un des chantiers majeurs du quinquennat en cours est la réforme territoriale qui s'est engagée au printemps 2014. Dès 1982, avec l'acte 1 de la décentralisation, la gauche a porté une ambition forte pour les territoires et pour la démocratie locale. Car, comme l'affirmait avec justesse François Mitterrand, la France a besoin d'un pouvoir fort et centralisé pour se faire. Elle a aujourd'hui besoin d'un pouvoir décentralisé pour ne pas se défaire. Hier, au Sénat, vous avez rappelé les grands principes qui président à la réforme territoriale portée par votre gouvernement, en apportant des précisions sur les points encore en débat. Les échanges avec les élus locaux, les grandes associations et les parlementaires ont enrichi la vision de notre majorité. Monsieur le Premier ministre, vous avez affirmé avec force vos convictions.
Vous avez aussi avec courage rappelé la nécessité de la réforme sans cesse repoussée et dont nous avons la ferme intention, tout comme vous, de la voir aboutir au plus vite. Votre attachement tout d'abord à la carte à 13 régions, adoptée en première lecture par notre Assemblée, la nécessité ensuite de procéder à de nouveaux transferts de compétences pour une action publique plus efficace et des responsabilités mieux identifiées pour les Français. Sur l'avenir des départements, vous avez indiqué la nécessité d'examiner la manière dont se mettront en place les nouvelles articulations avec les régions et les intercommunalités. Sur cette base, les évolutions pertinentes pourront être engagées à compter de 2020. Enfin, vous avez rappelé la nécessité de prendre en compte les spécificités locales, notamment dans les territoires ruraux et dans les territoires de montagne. La France des territoires n'est pas uniforme. Elle est une mosaïque féconde et complexe que la réforme territoriale va renforcer. Pouvez-vous nous rappeler quels objectifs le gouvernement entend poursuivre en la matière? Merci. La parole est à Monsieur le Premier ministre Manuel Valls. Monsieur le Président, Monsieur le député Hugues Fourage, oui, en effet, hier au Sénat, c'était une invitation du Président Larcher. J'ai eu l'occasion de préciser la cohérence et le sens de cette réforme territoriale. D'abord en rappelant que nous avons besoin de clarté, de lisibilité, de solidarité, d'efficacité pour nos territoires, de proximité aussi. Le Sénat a engagé hier le débat sur le texte de loi porté par Bernard Cazeneuve sur les régions et j'ai eu l'occasion, je le fais ici devant vous une nouvelle fois, de rappeler la nécessité de grandes régions avec évidemment des compétences efficaces, fortes, notamment dans le domaine économique et de l'aménagement, mais aussi avec les moyens et la fiscalité nécessaire économique pour porter ces compétences. Et j'ai eu l'occasion de rappeler que l'Assemblée nationale, au mois de juillet, avait adopté une carte à une large majorité, que j'écouterai et que nous écouterions bien évidemment le Sénat, mais que cette carte portait déjà un équilibre qu'il me paraissait nécessaire de respecter. J'ai rappelé le rôle important des métropoles. Elles vont se mettre en place au 1er janvier prochain. Le rôle de l'intercommunalité. Et j'ai à ce titre, et vous venez de le souligner, dit combien il était important aussi que cette intercommunalité soit adaptée à la réalité du pays. J'avais l'occasion de m'exprimer, Madame Frédérique Massat me regarde, à l'occasion du congrès des élus de la montagne, combien il était important d'adapter le seuil des 20 000 habitants à la réalité des territoires, en tenant compte de la densité, des territoires ruraux, évidemment, de la montagne. Et là, on peut faire preuve, je crois, de pragmatisme et aboutir à un accord intelligent. J'ai rappelé le rôle important du couple intercommunalité-commune et le rôle des maires, mais combien il fallait continuer à renforcer cette intercommunalité. J'ai ouvert le débat, notamment sur les départements, tenant compte des débats qui ont lieu à l'Assemblée nationale, au Sénat, de mes rencontres avec les différentes associations d'élus, et trouver une solution pragmatique qui préserve ce niveau de collectivité territoriale et en même temps qui prépare un mouvement, une évolution. Mais j'ai surtout rappelé la nécessité de trouver un accord. Je ne parle pas d'un consensus, mais un chemin entre l'Assemblée, le Sénat et le gouvernement. Et le texte sur la carte des régions, la loi NOTRe qui sera portée par Maryse Lebranchu et André Valigny à la fin de l'année, d'abord au Sénat, puis ici, ensuite à l'Assemblée nationale avec votre rapporteur Olivier Dussopt. Tout ceci me permet de croire que l'on peut trouver un accord intelligent. Le Parlement jouera tout son rôle dans les réformes. Cela concerne d'abord, bien sûr, les membres de la majorité, mais aussi, j'en suis convaincu, les membres de l'opposition, parce que cette réforme poursuit des objectifs que nous partageons tous, je le rappelais, clarté, lisibilité, efficacité des politiques publiques locales, baisse de la dépense publique, proximité et démocratie locale. Si nous nous retrouvons autour de ces sujets-là, alors je pense que nous pouvons avancer et être utiles. Mais j'ai une conviction, et je conclus avec cela, il y aura une grande réforme, elle aura été utile pour le pays, et elle est marquée d'abord par cette nouvelle carte des régions. Tout ce qui avait été demandé, tout ce qui avait été proposé, qui n'avait jamais été entrepris, le sera, et notamment grâce à cette majorité, grâce à l'Assemblée nationale. Merci, Monsieur le Premier ministre. La parole est à Monsieur François Sauvadet. Oui, merci, Monsieur le Président.
Moi, Monsieur le Premier ministre, je viens de vous entendre répondre à une question sur notre réforme territoriale et j'avoue qu'après cette intervention et après celle du Sénat, je ne vois toujours pas où on va. C'est la confusion la plus totale. Il y a d'ailleurs un vrai problème de méthode que vous aviez d'ailleurs reconnu au moment où vous aviez commencé par redécouper les cantons avant de préciser à quoi allaient servir les conseils généraux. Vous aviez reconnu un problème de méthode. Là, avouez avec moi que c'est tout de même paradoxal et invraisemblable qu'on travaille à redécouper les régions avant même de savoir quel rôle on va leur confier. C'est la même confusion pour les départements. Vous avez confirmé des élections pour le mois de mars, les 22 et 29 mars. Eh bien, nous ne savons toujours pas quelles seront les compétences des départements pour le rendez-vous électoral que vous avez prévu. On ne sait même pas s'ils vont continuer d'exister. Vous aviez annoncé leur suppression, vous aviez annoncé la simplification. On se retrouve maintenant avec 3 catégories de départements. D'ailleurs, on va mener campagne sans savoir dans quelle catégorie on est. Ceux qui vont être supprimés, ceux qui vont être maintenus parce que M. Baillet, paraît-il, a bien travaillé, ni même ceux qui seront fondus dans des dispositifs. Alors avouez avec moi que pour la démocratie, faire campagne sans savoir quelles compétences on devra assumer une fois élu, ça s'est jamais vu dans la Ve République. Alors, dans tout ça, où est la simplification? Où sont les économies? Ça ne nous dispense pas en tout cas d'un vrai programme qui serait fondé sur une véritable étude d'impact et sur une véritable urgence. C'est d'abord qu'on clarifie les blocs de compétences. Alors, Monsieur le Premier ministre, moi je vais vous poser une question très claire. Est-ce qu'on sera en mesure, avant les élections, de connaître les compétences qui seront confiées à chaque échelon, sans quoi comment faire campagne, si vous adressez un carton rouge? Et puis pour ajouter à la confusion, franchement, dire qu'il n'y aura aucune distribution de documents aux habitants, aux citoyens, alors que vous avez tout redécoupé, alors qu'on ne sait même pas dans quelle circonscription beaucoup de nos compatriotes se retrouvent, c'est un scandale. Et la parole est à Monsieur le Premier ministre Manuel Valls. S'il vous plaît. Monsieur le Président François Sauvadet, vous auriez dû, peut-être l'avez-vous fait, écouter ou regarder pendant vos activités de député l'intervention qui a été la mienne hier et le débat qui s'en est suivi au Sénat. C'était un débat intéressant parce que nous avons, en quelques heures, abordé un certain nombre de questions de fond. Et moi j'ai trouvé, en tout cas c'était l'état d'esprit qui était le mien, et de beaucoup de sénateurs sur tous les bancs, qu'à partir du moment où on fait le bilan de la décentralisation depuis 30 ans, avec des avancées incontestables qui ont été en général portées par la gauche depuis 1981, même s'il y a eu, et je l'ai rappelé aussi, l'intégration dans la Constitution de l'idée de la décentralisation par Jacques Chirac et Jean-Pierre Raffarin, mais chacun face au millefeuille, à l'illisibilité, parce qu'on parle beaucoup des collectivités territoriales, mais il faut aussi parler de nos concitoyens. Non seulement l'organisation des territoires, mais les fractures qui existent au sein même de ces territoires, et pas uniquement entre territoires urbains et ruraux. Quelle est la bonne réponse? Je crois qu'il y a un consensus entre ce que j'ai entendu ici à l'Assemblée nationale et au Sénat sur la nécessité d'avancer sur les grandes régions. Et le fait aujourd'hui, contrairement à tous les pronostics, d'avoir une douzaine de régions hexagonales avec des compétences qui seront portées par la loi NOTRe, et j'ai eu l'occasion de m'exprimer devant les présidents de région, donne à notre pays une force notamment sur le plan économique, sur le plan de la formation, de l'emploi, l'aménagement des territoires, de la transition énergétique qui était indispensable. Ça avait été proposé depuis des années, proposé par Édouard Balladur, proposé par un rapport sénatorial. Jean-Pierre Raffarin et Yves Crattinger en avaient été les auteurs. Ça n'a jamais été fait. Et pardon de vous le dire, Monsieur Sauvadet, c'est cette majorité, c'est ce gouvernement qui permettent d'avoir cette réforme importante. Chacun s'accorde à dire qu'il faut des grandes métropoles. S'il vous plaît. C'est la loi qui a été portée déjà par Marie-Lise Lebranchu, par mon prédécesseur. Et cette loi, la loi métropole, elle va être mise en œuvre à partir du 1er janvier prochain. L'intercommunalité, qui a été aussi un des fruits d'une majorité de gauche précédente, elle doit se renforcer et nous devons là aussi gagner en lisibilité, en responsabilité et en tenant compte des territoires. Reste un débat, il n'est pas négligeable, celui des conseils généraux, celui des conseils départementaux.
eh bien là aussi, le débat au Parlement, le débat au Sénat et à l'Assemblée nationale doit permettre d'avancer en tenant compte de ce qui a été dit par les uns et par les autres. Et s'il vous plaît, le rendez-vous ça ne sert à rien. que le Sénat s'est donné sur cette question au mois de décembre, et l'Assemblée nationale s'en emparera tout de suite après, au début de l'année 2015, permettra d'avoir une première lecture à l'Assemblée et au Sénat et d'être au clair sur les compétences des collectivités et notamment celles des conseils généraux qui doivent garder des compétences en termes de cohésion et de solidarité territoriale, mais aussi d'ingénierie vis-à-vis des communes. Et je crois que sur ces principes clairs, nous pouvons nous mettre d'accord et vous aurez ainsi un texte qui aura été voté par les deux assemblées nationales. Et moi, ce que je souhaite, plutôt que les invectives que j'entends mais qui ne m'émeuvent pas, c'est qu'on avance tous ensemble, Assemblée, Sénat, majorité, opposition et gouvernement, sur un texte qui est attendu, certes, par les élus, mais d'abord par les habitants qui veulent de l'efficacité, de la solidarité et de la proximité. Et c'est uniquement cela, aujourd'hui, que nous devons retenir. Et je suis convaincu qu'au-delà des cris que j'entends ici du côté de la droite, nous pouvons avancer au service de l'intérêt général. Merci, Monsieur le Premier ministre. La parole est à Monsieur François André. Merci, Monsieur le Président. S'il vous plaît, on a changé de question. Ma question s'adresse à Madame la ministre de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Madame la ministre, depuis juin 2012, la jeunesse est redevenue une priorité nationale. Pour cette raison, et bien que le gouvernement ait pris la responsabilité de conduire le redressement de nos comptes publics, il a engagé une politique volontariste en faveur de nos jeunes. Cette politique, nous devons tous nous en féliciter et tous souhaiter sa réussite. C'est pourquoi, dans l'esprit des grandes lois d'éducation votées en 2013, le gouvernement a mis en place la réforme des rythmes scolaires. Un très large accord existe sur les bienfaits que procure la répartition sur 9 demi-journées des enseignements scolaires. Cela permet en effet aux enfants de mieux intégrer les savoirs élémentaires. L'égalité des chances étant à la base de la politique menée par le gouvernement, il a été décidé la mise en place d'activités périscolaires pour chaque enfant organisées par les communes. Conscient du coût nouveau engendré, il a été décidé la création d'un fonds d'amorçage de la réforme des rythmes scolaires. Ce fonds permet d'aider les communes de 50 € par élève scolarisé et jusqu'à 90 € pour les communes qui connaissent, on le sait, d'importants défis. Monsieur le Premier ministre l'a annoncé hier, le gouvernement soutiendra la proposition des députés de la majorité visant à garantir le maintien l'an prochain de la majoration ainsi que l'attribution du montant forfaitaire pour les communes qui mettent en place un projet éducatif territorial. C'est un signal positif qui illustre une nouvelle fois la volonté d'accompagner les acteurs locaux et de renforcer et garantir la qualité des activités périscolaires dans le cadre d'un projet global au service des enfants. Pouvez-vous, Madame la Ministre, préciser à la représentation nationale les modalités d'attribution du fonds d'amorçage à la rentrée prochaine et ainsi réaffirmer l'engagement du gouvernement en faveur d'une éducation diversifiée de qualité pour nos enfants? Je vous remercie. Merci. La parole est à Madame Najat Vallaud-Belkacem, ministre de l'Éducation nationale. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député, oui, la réforme des rythmes scolaires est désormais généralisée et les quelques conflits isolés de la rentrée sont derrière nous. Je veux commencer par en remercier et en féliciter toutes les équipes éducatives et tous les maires qui, sur le terrain, permettent, avec la construction progressive du périscolaire, d'offrir les meilleures conditions d'apprentissage et de construction personnelle aux enfants, parce que c'est de cela qu'il s'agit. Mesdames et Messieurs les députés, lorsque nous avons mis en place cette réforme des rythmes scolaires, nous avons décidé d'accompagner les communes grâce à un fonds d'amorçage des rythmes scolaires qui s'élève pour cette année 2014-2015 à 400 millions d'euros. C'est une aide qui est évidemment utile pour que, sur les territoires, une exigence de qualité puisse être mise en œuvre. Vous avez souhaité, contrairement à ce que nous avions prévu dans un premier temps, que cette aide puisse être maintenue pour l'année 2015-2016 à un même montant, bien qu'il puisse être pris en considération le fait que certaines communes jouent le jeu quand d'autres ne le jouent pas, et que ce n'est pas particulièrement vertueux de verser de l'argent public lorsqu'il est compté à des communes qui se refusent à mettre en œuvre le périscolaire. Je remercie sincèrement le Premier ministre d'avoir accepté, au terme d'un dialogue constructif que nous avons eu avec les élus, les associations d'élus, les fédérations de parents d'élèves, d'avoir accepté donc que ce fonds d'amorçage puisse être maintenu sur l'année 2015-2016
et qu'il soit en revanche conditionné pour les communes par la signature d'un plan éducatif territorial qui sera le gage de la qualité du périscolaire mis en œuvre sur le terrain. Cette démarche partenariale devrait garantir le fait que partout sur le territoire, les communes qui souhaitent continuer à être aidées par l'État mettent en place un périscolaire pour les enfants qui leur permette un projet éducatif de qualité avant, pendant et après l'école. C'était toute l'ambition de la réforme des rythmes scolaires. Nous la maintenons. Merci, madame. La parole est à madame Émilienne Poumirol. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre du Travail, de l'Emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social. Monsieur le ministre, la priorité du Président de la République, notre priorité, c'est l'emploi. Depuis que nous sommes arrivés au pouvoir, nous avons mis en place de nombreux dispositifs pour combattre le chômage, comme les emplois d'avenir ou les contrats de génération. Nous avons largement atteint l'objectif des 150 000 emplois d'avenir et de nouvelles mesures ont été adoptées pour intensifier l'effort sur les contrats de génération. Aujourd'hui, nous réaffirmons ce choix. Pendant le débat en commission sur le budget 2015, les députés socialistes ont déposé et adopté un amendement qui va permettre de créer 50 000 emplois aidés supplémentaires, soit 15 000 emplois d'avenir et 35 000 contrats d'accompagnement dans l'emploi, CAE. Chers collègues, pour tous les Français en difficulté, au chômage, avec ou sans formation, pour tous ceux qui sont éloignés de l'emploi et pour leurs familles, 50 000 emplois en plus, cela signifie beaucoup. Nous devons nous battre et c'est pour cela que les députés socialistes ont voté cet amendement et c'est pour cela qu'ils l'adopteront définitivement lundi prochain dans cet hémicycle. Monsieur le ministre, nous refusons la résignation face au chômage. La lutte pour le travail et l'emploi, c'est le cœur même du quinquennat de François Hollande. L'amendement du groupe socialiste pour plus d'emplois aidés, c'est la preuve que nous continuerons toujours à lutter pour gagner ce combat. Aussi, monsieur le ministre, pouvez-vous nous préciser ici quels sont les dispositifs que le gouvernement met en place pour intensifier l'accompagnement des Français au chômage et leur permettre le retour à l'emploi? Merci. Merci, madame. La parole est à monsieur le ministre François Rebsamen. Merci, Monsieur le Président. Madame la députée Poumirol, Émilienne Poumirol, comme vous, je et le gouvernement ne se résignent pas au nombre de personnes qui n'ont pas de travail dans notre pays. Ces hommes et ces femmes méritent notre engagement sans faille pour lutter contre ce fléau. Ce fléau, je l'ai rappelé hier, qui n'est malheureusement pas nouveau. Il dure depuis plus de 30 ans. C'est ainsi que depuis 2001, il n'y a pas eu de création nette dans l'industrie. Depuis 2008, dans le secteur de la construction, on détruit de l'emploi. Pour agir, pour réagir, le gouvernement se bat sur deux fronts. Premièrement, vis-à-vis des entreprises, en leur redonnant des marges de compétitivité à travers le pacte de responsabilité et de solidarité. C'est ainsi que dans le cadre du CICE, Madame la députée, j'ai pu, après avoir réuni l'ensemble des branches, pousser les branches à obtenir par négociation des avancées. C'est ainsi que des accords ont été signés dans le secteur de la chimie, dans le secteur de la métallurgie, hier ou avant-hier dans le secteur des banques et demain, j'en suis sûr, dans le secteur des assurances. Par ailleurs, évidemment, dans le domaine des politiques de l'emploi, nous faisons feu de tout bois. C'est ainsi que nous avons développé à compter du 1er octobre les droits rechargeables, forme d'incitation à reprendre un emploi, que le plan senior, qui est un accompagnement renforcé vers ceux qui sont au chômage depuis longtemps, est en œuvre. Et puis, vous l'avez rappelé, que 150 000 emplois d'avenir, engagement du président de la République, ont été prescrits et sont aujourd'hui en situation de maîtriser le chômage des plus jeunes. C'est pourquoi, Madame la députée, je voulais vous le dire, merci, et j'interprète l'amendement du groupe socialiste, je le dis ici, qui propose 50 000 emplois supplémentaires comme un encouragement et un soutien à la politique du gouvernement. Et je remercie tous les députés qui l'ont voté en commission. La parole est à monsieur Philippe Meunier. Je vous remercie, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre de la Défense. Monsieur le ministre, si le devoir d'un soldat est de mener à bien sa mission, la responsabilité qui incombe à tout gouvernement digne de ce nom est de lui octroyer les moyens nécessaires à sa mise en œuvre.
Force est de constater que votre budget 2015 n'est pas à la hauteur de l'engagement que vous exigez de nos forces armées. Pire encore, les recettes exceptionnelles attendues pour le financer ne seront pas au rendez-vous. Impasse budgétaire, budget insincère, voilà la réalité de votre budget 2015. La situation financière est si grave que vous êtes sur le point de louer à une société de droit privé l'équipement nécessaire à nos armées. Mesure qui n'a jamais été mise en œuvre par un gouvernement de la République compte tenu de ses multiples conséquences. Avouez donc, Monsieur le ministre de la Défense, comme le ministre du Travail, que vous êtes en échec. Nos armées, à qui vous demandez toujours plus, n'ont en effet jamais eu à subir une telle cure d'austérité, contrairement à d'autres budgets qui vous sont prioritaires. Quelques exemples. La suppression du jour de carence pour la fonction publique coûtera 500 millions d'euros par an, alors que dans le même temps, nos militaires n'ont pas assez de crédit pour s'entraîner au niveau des normes OTAN. Le gouvernement a augmenté de près de 80 millions d'euros le budget de l'AME pour soigner gratuitement les étrangers en situation irrégulière, alors que nos soldats sont trop souvent logés dans des conditions qui ne sont pas acceptables. Et enfin, dois-je vous rappeler que le gouvernement a décidé de recruter 60 000 fonctionnaires supplémentaires pour le compte du ministère de l'Éducation nationale. 60 000 postes qualifiés d'inutiles par la Cour des comptes elle-même, alors que dans le même temps, vous exigez de nos armées la suppression de près de 34 000 postes. Monsieur le ministre de la Défense, l'art de l'autosatisfaction ne fait pas une bonne politique. Compte tenu des dangers qui menacent notre nation, exigez enfin de ce gouvernement et de François Hollande que nos armées aient un budget à la hauteur de l'engagement qu'il leur est demandé avant qu'il ne soit trop tard. Merci. La parole est à Monsieur Jean-Yves Le Drian, ministre de la Défense. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Philippe Meunier, le budget de la Défense pour 2015 sera, s'il est validé par le Parlement, de 31,4 milliards. C'est-à-dire le même niveau que celui de 2014, le même niveau que celui de 2013 et le même niveau que celui de 2012 que vous aviez voté, 31,4 milliards. Je voudrais, Monsieur Meunier, puisque vous étiez un peu dans l'invective, vous donner quelques informations que je crois vous avoir déjà données en commission, mais pour que l'Assemblée soit bien informée. Le budget 2015, c'est davantage d'acquisitions capacitaires pour nos armées, près de 1 milliard de plus en moyenne par rapport à la loi de programmation militaire antérieure. Le budget 2015 de la Défense, c'est le lancement du programme de cybersécurité qui n'avait pas été mis en œuvre auparavant. Le budget de la Défense 2015, c'est davantage de forces spéciales et chacun sait combien elles peuvent être utiles dans les théâtres d'aujourd'hui. Le budget de la Défense 2015, c'est la priorité donnée au renseignement et l'acquisition enfin des drones dont nous avions besoin et le lancement du satellite de renseignement électromagnétique qui avait été retardé. Le budget de la Défense 2015, c'est la progression des crédits affectés au maintien en conditions opérationnelles, crédits qui avaient été jusqu'à présent affectés à d'autres tâches et qui rendaient le moral de nos forces parfois hésitant. Le budget de la Défense 2015, c'est le lancement de la rénovation du ravitaillement en vol que mes prédécesseurs avaient négligé. Le budget de la Défense 2015, c'est enfin le lancement du programme Scorpion pour l'armée de terre. Le budget de la Défense 2015, c'est le budget d'une armée qui se modernise et qui permet à la France d'assurer sa sécurité et ses responsabilités internationales. Merci, Monsieur le Ministre. La parole est à Madame Isabelle Attard. Monsieur le Président, chers collègues, ma question s'adresse à Madame la Secrétaire d'État chargée de l'enseignement supérieur et de la recherche. Madame Fioraso, vous aviez annoncé la création de 1000 postes dans les universités. Mais comment voulez-vous qu'elles recrutent lorsqu'elles peinent à chauffer les amphithéâtres, comme j'ai pu le constater à l'université de Versailles, 50 ans en Yvelines, ou encore à Nantes, où il n'y a pas assez de laboratoires de travaux pratiques pour tous les étudiants. Parallèlement, l'Agence nationale pour la recherche investit dans du matériel performant, comme des spectrophotomètres de masse ou des télescopes, mais il n'y a plus assez de techniciens et d'ingénieurs pour les faire fonctionner. Nous avons certes des prix Nobel et des médailles Fields, résultat des politiques volontaristes passées. Nous avons surtout des enseignants-chercheurs, médailles de bronze, d'argent et d'or du CNRS, qui perdent jusqu'à 80% de leur temps à trouver des financements au lieu de le consacrer à enrichir nos connaissances. L'argent est disponible, il est attribué au crédit impôt recherche. La Cour des comptes a conclu, c'est une niche fiscale inefficace. Nous pourrions en faire un outil au service des PME.
notamment par un plafonnement pour limiter l'effet d'aubaine des multinationales. Les élus socialistes le réclamaient jusqu'en 2012, c'est ce que nous continuons d'exiger depuis. Aujourd'hui, nous finançons la recherche privée, quelle qu'elle soit, et la recherche publique est restreinte à la recherche appliquée par les priorités fixées par votre ministère. C'est l'inverse qu'il faudrait faire. Vous l'aurez compris, mon groupe et moi-même sommes excédés de voir comment l'enseignement supérieur et la recherche sont considérés dans notre pays, mais pas plus que les 50 000 précaires du secteur, pas plus que les 700 directeurs d'unités de recherche qui risquent de démissionner administrativement. Nous nous acheminons rapidement vers un blocage complet. Qu'attendez-vous pour réagir? Qu'il n'y ait plus de prix Nobel attribués à des Français? Voilà la situation de l'ESR dans notre pays aujourd'hui. Voilà les questions qui attendent aujourd'hui des réponses et des actions de votre part. Merci. La parole est à Madame Geneviève Fioraso, secrétaire d'État chargée de l'enseignement supérieur et de la recherche. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés, Madame la députée Isabelle Attard, je voudrais tout d'abord rappeler que les effectifs de recherche des chercheurs et de leur environnement, c'est-à-dire les ingénieurs, les techniciens, les personnels administratifs que vous aviez oubliés et qui sont chargés d'aller chercher aussi les crédits, pas les chercheurs, eh bien, tous ces personnels ne cessent d'augmenter depuis 5 ans et singulièrement depuis 2 ans. Tout comme le budget de la recherche et le budget de l'enseignement supérieur qui ont été sanctuarisés dans une période où pourtant les dépenses publiques, celles qui obèrent le plus l'avenir des jeunes générations, doivent être réduites. Vous le voyez bien, c'est une priorité de ce gouvernement. Avec 8,8 chercheurs pour 1000 actifs, la France se situe devant l'Allemagne et devant le Royaume-Uni pour le nombre de chercheurs. Donc vous le voyez, la situation n'est pas celle que vous décrivez. Si nous avons des difficultés aujourd'hui dans certains domaines, c'est à cause de la précarité qui était engendrée par le quinquennat précédent, avec des appels d'offres frénétiques qui ont multiplié les CDD dans les laboratoires publics. Nous sommes obligés aujourd'hui de résorber cette précarité, un moyen constant, et nous le faisons courageusement. Nous avons également engagé 1000 embauches dans les universités et ces embauches se font, Madame Attard, je tiens à votre disposition la traçabilité de tous ces emplois qui sont fléchés vers les jeunes, vers leur insertion et vers l'accueil de jeunes issus des milieux les plus défavorisés. Voilà, Madame Attard, nous préservons l'avenir, nous voulons investir dans l'avenir, dans la recherche, dans l'avenir des jeunes générations et nous voulons que la recherche reste attractive. Nous avons pris toutes les mesures pour cela. Merci beaucoup. La parole est à Monsieur Guillaume Larrivé. Monsieur le Premier ministre, à New York comme à Ottawa, à Bruxelles comme à Toulouse, un ennemi nous fait la guerre. Cet ennemi, c'est l'islamisme radical armé, le djihadisme, qui veut affaiblir par la terreur la plus barbare nos sociétés démocratiques. La France est menacée car nous incarnons la liberté, l'égalité entre les femmes et les hommes, la laïcité, tout ce que cet ennemi veut détruire. Face à la menace, nous avons le devoir de rassembler la communauté nationale, nous avons un devoir d'unité, un devoir aussi de vérité et d'efficacité. C'est pourquoi le groupe UMP ce soir votera la loi qui permet de renforcer les armes de l'état de droit contre le djihadisme sur Internet. Mais nous vous appelons aussi, Monsieur le Premier ministre, à renforcer l'effort national contre ce fléau qu'est la radicalisation islamiste dans les prisons. Il faut regarder la réalité en face. Dans les 189 établissements pénitentiaires de notre pays, environ 40 000 détenus peuvent être considérés comme de religion ou de culture musulmane, et parmi eux, plusieurs centaines de détenus sont susceptibles de basculer dans la radicalisation. D'autant que 53 djihadistes de retour de la zone irako-syrienne sont d'ores et déjà détenus dans les maisons d'arrêt, et il faut anticiper l'incarcération à venir d'autres détenus venant de la zone irako-syrienne. Alors, Monsieur le Premier ministre, nous vous avons fait des propositions sérieuses, réfléchis, raisonnables. Nous vous appelons à les examiner avec sérieux, sans parti pris. Monsieur le Premier ministre, il y a urgence, oui, il y a urgence à mieux protéger la communauté nationale. Merci. La parole est à Madame Christiane Taubira, garde des Sceaux, ministre de la Justice. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Monsieur le député Guillaume Larrivé,
malgré les imprécisions contenues dans votre question. Elle m'offre l'opportunité de présenter une nouvelle fois aux parlementaires l'action que conduit ce gouvernement contre la radicalisation violente dans les prisons. Cette action se situe sur plusieurs plans. Déjà en juin 2012, nous avons renforcé le renseignement pénitentiaire. À nouveau en juin 2013, dans le cadre du plan de sécurisation des prisons doté de 33 millions d'euros, nous avons créé de nouveaux emplois, nous avons renouvelé la formation initiale et continue, nous avons réorganisé tout le dispositif territorial. Nos équipes pénitentiaires participent à l'UCLAT, l'unité de coordination de lutte antiterroriste, ainsi qu'aux états-majors de sécurité, et à RAN, qui est le réseau européen. Le renseignement pénitentiaire suit les prévenus et les détenus pour 5 motifs, dont la criminalité organisée, le terrorisme et le trafic de stupéfiants. 800 personnes sont ainsi suivies. Sur ces 800 personnes, 200 le sont pour terrorisme. Sur ces 200, il y en a 134 qui relèvent de la radicalisation violente. Sur ces 134, il y en a 22 qui avaient des antécédents carcéraux, ce qui signifie que ça fait 17%, ce qui signifie que les prisons ne sont pas le seul lieu de radicalisation violente et que l'action du gouvernement doit donc être générale. En avril 2014, nous avons lancé un plan gouvernemental avec le ministère des Affaires étrangères, le ministère de l'Intérieur et le ministère de la Justice, notamment sur une plateforme téléphonique et numérique qui permet aux familles de signaler des situations de risque, ainsi qu'une circulaire conjointe avec le ministère de l'Intérieur, une recherche-action également avec le ministère de l'Intérieur. C'est une responsabilité que nous prenons très au sérieux parce qu'elle concerne la sécurité des Français. Nous ne ménageons pas nos efforts, nous sommes attentifs aux suggestions que vous faites, mais surtout nous évitons la facilité des amalgames. Merci madame. La parole est à monsieur François Loncle. Merci, Monsieur le Président. Mes chers collègues, il y a un an, 2 journalistes de Radio France Internationale, Ghislaine Dupont et Claude Verlon, étaient sauvagement assassinés à Kidal, au Mali. En leur hommage, l'Organisation des Nations Unies a décrété que le 2 novembre sera la journée internationale de lutte contre l'impunité des crimes commis contre les journalistes. Répondant à une question que je vous posais il y a un an, Monsieur le ministre des Affaires étrangères, vous étiez engagé à ce que les auteurs de ce crime abominable soient rattrapés et châtiés. Finalement, une information judiciaire était ouverte en avril dernier. Les investigations des 3 juges d'instruction du pôle antiterroriste de Paris semblent avancer. Le chef des ravisseurs aurait été identifié. Il s'agirait d'un narcotrafiquant lié à ACMI. Monsieur le ministre des Affaires étrangères, où en est l'enquête? Quelles nouvelles informations pouvez-vous nous fournir sur les circonstances de l'enlèvement et de l'exécution de Ghislaine Dupont et Claude Verlon? Les responsables de ce double assassinat doivent être arrêtés et traduits en justice. Nous avons collectivement le devoir de vérité à l'égard des familles des 2 victimes. Merci monsieur Loncle. La parole est à monsieur Laurent Fabius, ministre des Affaires étrangères et du Développement international. Monsieur le député, mesdames et messieurs, monsieur le président, dimanche prochain, ça fera exactement un an que les 2 journalistes ont été assassinés. Vous vous rappelez comme moi l'émotion que cela avait soulevée à l'époque, à la fois compte tenu de leur personnalité, c'était des journalistes appréciés de tous, et du fait qu'ils étaient des journalistes. Depuis lors, comme vous l'avez rappelé, aux Nations Unies, une décision a été prise à la demande de la France, qui est que le 2 novembre devienne la journée internationale pour mettre fin à l'impunité des crimes contre les journalistes. S'agissant de l'enquête, dès le mois de novembre, donc immédiatement, une instruction a été ouverte par le parquet de Paris. La justice française coopère activement avec les autorités maliennes et nous faisons en sorte que les magistrats et les enquêteurs français puissent se rendre sur place. Et je puis vous confirmer que l'enquête est entrée dans une phase tout à fait décisive. Les juges, c'est notre bon espoir, devraient pouvoir obtenir rapidement tous les éléments susceptibles d'arrêter les coupables. En outre, les accords d'Alger, qui sont en train d'être discutés entre Bamako et les groupes du Nord, devraient faciliter, chacun le comprend,
l'avancée de l'enquête. Pour des raisons évidentes, je ne puis pas aller plus loin et en dire davantage devant vous, mais je puis vous confirmer que l'espoir très ferme est là, que notre détermination est sans faille aux côtés des familles et des journalistes de RFI. Je le disais l'année dernière, mais je le dis aujourd'hui avec plus de certitude, l'assassinat de Guylaine Dupont et de Claude Verlon ne restera pas impuni. Merci. La parole est à Monsieur Alain Suguenot. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Vous ne pouvez pas l'ignorer, la France ne va pas bien, le chômage explose, tous les comptes sont au rouge, les Français surtout n'ont plus confiance, et pendant ce temps-là, nous consacrons notre énergie à des réformes dont le bien-fondé n'est toujours pas démontré et qui n'aboutiront certainement pas à faire des économies. Il en va ainsi, vous l'avez compris, je tenais à l'évoquer aussi, de la réforme, j'allais dire, des réformes territoriales. Qu'est-il advenu de votre grand projet du Big Bang promis par le candidat François Hollande ? Vous avez voulu la suppression du conseil territorial simplement parce que c'était vos prédécesseurs qui l'avaient imaginé. Il s'agissait là pourtant d'une vraie simplification dans le millefeuille administratif qui faisait des économies. Les propositions que vous avez retenues ont abouti à la division des Français, à leur incompréhension totale de la finalité des nouveaux charcutages électoraux et à la ferme conviction qu'ils vont y perdre en proximité ainsi qu'en représentation, notamment pour les territoires ruraux. Nous allons peut-être voter au printemps prochain pour élire des conseillers départementaux dont on ne sait quelles seront les missions, ça a déjà été dit, et s'ils existeront encore dans les quelques années ou dans les mois qui vont suivre. Cerise sur le gâteau, Monsieur le Premier ministre. Le nouveau redécoupage régional, hier devant le Sénat, vous deviez soi-disant préciser votre mise en perspective de la réforme territoriale. Vous êtes en fait resté sur vos positions d'un redécoupage des régions pur et simple. Avant même de savoir ce qu'elles vont faire et surtout avec quels moyens, compte tenu là aussi des coupes franches que vous avez déjà opérées au détriment de nos collectivités, ce sera avant 2017 près de 24 milliards d'euros. Pire, vous avez mis le feu à l'Alsace, à Midi-Pyrénées, au Languedoc-Roussillon, au Pas-de-Calais. Partout, les populations s'émeuvent de ne pas avoir été consultées. Un référendum aurait sans doute été beaucoup plus opportun. Monsieur le Premier ministre, quand allez-vous nous donner un message clair, ce qui n'a pas encore été le cas tout à l'heure, sur l'avenir des départements, sur les compétences régionales, les économies que vous affirmez pouvoir réaliser? Plus précisément, ne croyez-vous pas qu'il serait plus utile de consacrer votre énergie et celle de nos assemblées au redressement économique et à la lutte contre le chômage? Si vous en doutez, je vais vous faire une confidence, les Français en sont persuadés. Je suis ministre de la décentralisation et de la fonction publique. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés. Monsieur le député, un premier texte a été voté, le débat a été extrêmement intéressant ici et qui a permis de prendre en compte des situations extrêmement difficiles dans nos métropoles. Et comme nous voulions absolument participer, comme tous, que ces territoires participent au redressement de la France, nous avons donc, pour Marseille, pour Paris, pour Lyon et pour d'autres grandes villes de France, avec Jean-Marc Ayrault, porté ce texte. Je vous rappelle d'ailleurs qu'un article extrêmement intéressant, une étude extrêmement intéressante a été présentée par l'OCDE, qui avait pris Marseille comme laboratoire à la fois, on représentait d'ailleurs 20 pays à Marseille ce jour-là, n'est-ce pas, Monsieur le député, montrant que c'était cette métropolisation qui pouvait entraîner l'enseignement supérieur, la recherche, le développement, l'innovation, c'est-à-dire lutter contre tout ce qui pouvait entraver l'action économique de notre pays. Nous sommes fiers de ce texte, mais le chemin n'est pas terminé. Et hier, le Premier ministre a tenu, répondant au président Larcher, à répondre à cette invitation d'un grand débat sur la suite des textes, compétences des régions renforcées sur le développement économique. Et on en est arrivé naturellement hier, comme ici d'ailleurs au cours de longues soirées, à la question des départements. Pour dire quoi? Quelque chose de très simple. Monsieur Fillon, Monsieur Copé, bien d'autres encore, nous ont posé ici même ou ailleurs la question des départements de France. Et la réponse du Premier ministre hier soir a été de dire deux choses. Nous sommes sûrs que l'intercommunalité va avancer. Nous sommes sûrs que les syndicats locaux, en étant supprimés, vont donner des marges de manœuvre. Il reste à discuter ensemble de la solidarité envers les individus et de la solidarité entre les territoires. C'est le débat qui vous est proposé. Merci. La parole est à Monsieur Jean-Jacques Candelier. Merci, Monsieur le Président.
Chers collègues, Monsieur le Premier ministre, il y a 2 mois, une étude réalisée par un institut indépendant pour le compte du ministère allemand des Finances a montré que la mise en place d'une taxe sur les transactions financières, basée sur les propositions de la Commission européenne, rapporterait entre 18 et 29 milliards d'euros à la seule Allemagne. C'est bien plus que les estimations de la Commission. La semaine dernière, une étude a été réalisée pour la France par un cabinet. Il en ressort que la mise en œuvre de la taxe sur les transactions financières rapporterait à notre pays entre 10 et 24 milliards d'euros par an. C'est un montant qui pourrait être supérieur au coût budgétaire que vous imposez en 2015. Les États ont tout intérêt à accélérer la mise en place de cette taxe dans les conditions définies à Bruxelles par 11 États en février dernier. Pourtant, le sujet n'a même pas été évoqué lors du dernier Conseil européen des ministres de l'économie. La France traîne les pieds. Le gouvernement se garde bien de commander la moindre étude indépendante. Les établissements bancaires, notamment la BNP et la Société Générale, en pointe sur les marchés dérivés spéculatifs, feraient-ils la loi dans notre pays? Allez-vous faire droit à notre amendement qui sera déposé prochainement dans le cadre du budget 2015, demandant que soit réalisée une étude indépendante similaire à celle commandée par l'Allemagne? Êtes-vous prêt, Monsieur le Premier ministre, à accélérer la mise en place de cette taxe qui permettrait de s'attaquer à la finance, ennemie désignée en 2012? Merci, Monsieur le Président. Merci. La parole est à Monsieur Christian Eckert, secrétaire d'État chargé du budget. Merci, Monsieur le Président. Mesdames, Messieurs les députés, Monsieur le député Candelier, merci d'excuser l'absence de Michel Sapin, justement à Berlin, pour concrétiser avec 46 pays les bases d'une coopération d'échange d'informations et la fin du secret bancaire. Et je crois que ça méritait d'être rappelé. Et laissez-moi vous dire, Monsieur le député, tout l'attachement du gouvernement français pour qu'une taxe sur les transactions financières européennes voie le jour rapidement. Comme vous le savez, vous l'avez rappelé, 11 États de l'Union européenne ont trouvé un accord début mai pour introduire une taxe sur les transactions financières d'ici 2016 par une coopération renforcée. La première étape portera sur les actions et sur un certain nombre de produits financiers dérivés. À terme, l'ensemble des produits dérivés sera concerné. Une directive sera élaborée d'ici la fin de l'année 2014 pour préciser le contour et les modalités précises de cette taxe. Cet accord, c'est le résultat d'une mobilisation sans faille de la France. C'est la France qui a le plus poussé pour la mise en place de cette TTF au niveau européen. C'est aussi elle qui, devant le refus de certains de nos partenaires, comme le Royaume-Uni, d'adopter une taxe pour toute l'Union européenne, a fait en sorte qu'une coopération renforcée entre un groupe de pays volontaires soit possible. Ce que nous voulions, c'était une taxe large sur les actions et sur l'ensemble des produits dérivés. L'ensemble des dérivés parce que nous n'oublions pas que l'instabilité financière à laquelle ces produits peuvent contribuer nous a coûté cher en termes de croissance et d'emploi. Quoi de plus normal dès lors que de chercher à décourager des comportements de spéculation de court terme? Cette taxe large, d'autres n'en voulaient pas ou pas encore. Nous avons refusé un compromis qui aurait été néfaste à la France sur les seuls produits dérivés d'actions. Et donc la volonté de la France est clairement sans faille sur ce sujet. La parole est à Monsieur Jean-Louis Costes. Merci, Monsieur le Président, mes chers collègues. Il y a 2 ans maintenant, François Hollande annonçait la mise en place d'un choc de simplification afin de réduire les lourdeurs administratives qui pèsent sur la compétitivité dans notre pays. Malheureusement, le choc, tout comme la simplification, se font encore attendre. 2 ans après vos annonces, les particuliers, les collectivités, les entreprises croulent toujours sous les charges et les normes. Dans les faits, rien n'a bougé, rien n'a été simplifié. Pire encore, cela fait 2 ans et demi que vous complexifiez encore et toujours la vie des Français. À chaque nouveau projet de loi, à chaque nouvelle réforme, les exemples sont nombreux, depuis le compte pénibilité, véritable usine à gaz inapplicable dans nos PME, jusqu'aux dispositions fumeuses de la soi-disant loi d'avenir pour l'agriculture. Alors, à la veille des nouvelles déclarations de François Hollande
concernant la simplification et notamment sur le bulletin de salaire, à quoi doivent s'attendre les Français? À rien. Monsieur le Premier ministre, les Français n'en peuvent plus de vos effets d'annonce, de vos paroles en l'air, de vos promesses politiciennes. Plus personne ne croit en votre capacité de mettre en œuvre cette simplification. Il est enfin temps de passer aux actes. Les forces vives de notre pays ne demandent qu'une chose, pouvoir se développer et travailler sereinement. Foutez-nous la paix, laissez-nous travailler, c'est le slogan, c'est le cri que vous lancent depuis des mois les agriculteurs du Sud-Ouest. Cela résume, je crois, très bien ce que ressentent tous les chefs d'entreprise de France. Monsieur le Premier ministre, nos entrepreneurs, nos exploitants et l'ensemble des acteurs économiques de notre pays attendent la mise en place de réelles mesures de simplification. Alors quand déciderez-vous d'agir? Quand allez-vous enfin, et pardonnez-moi l'expression, foutre la paix à tous ceux qui aujourd'hui ne demandent qu'à travailler? Il est plus qu'urgent, notre pays est en train de s'asphyxier économiquement. Attention aux mots qui sont employés, monsieur le député. La parole est à monsieur Thierry Mandon, secrétaire d'État chargé de la réforme de l'État et de la simplification. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés, Monsieur le député, vous évoquez la politique du choc de compétitivité et du choc de simplification, car cette politique systématique mise en œuvre depuis 2 ans, j'oserais dire 2 ans seulement, quand les Allemands ont commencé en 2004, quand les Anglais ont commencé en 2006, c'est depuis 2012 que nous essayons de rattraper un retard considérable. Cette politique a commencé par s'attaquer au stock de normes existantes. Il y en aura pour des années. Mais d'ores et déjà, l'impact de cette politique sur les charges administratives payées par les différents acteurs de notre économie, qu'il s'agisse des entreprises, qu'il s'agisse des collectivités, qu'il s'agisse des administrations, dépasse les 2 milliards d'euros en 18 mois. Et dans quelques heures, nous aurons une estimation pour les 3 années qui viennent, et vous verrez que c'est une politique d'une puissance considérable. Vous évoquez aussi la nécessité de ne pas seulement s'attaquer au stock, mais au flux de normes existantes, et de mieux maîtriser le processus législatif, le contenu des projets de loi, mais aussi les amendements parlementaires sur tous ces bancs, pour être sûr que quand on réduit les stocks de normes, on ne rajoute pas des difficultés supplémentaires. Vous avez raison, nous ne manquerons pas de faire des propositions sur ce plan dans quelques semaines. Mais nous avons, je crois, un désaccord fondamental. Sans reprendre l'image que vous avez utilisée, vous concevez finalement cette politique de simplification que vous appelez de vos vœux comme une politique de déréglementation. Et vous faites partie de ceux qui considèrent que moins il y a de règles, moins il y a de normes, et plus les choses vont. Nous avons une vision radicalement différente. Nous croyons au droit, à un droit lisible, à un droit clair, à un droit efficace, car nous savons que c'est la liberté qui opprime et que c'est le droit qui affranchit. La parole est à monsieur Guy Delcourt. Monsieur le Président, merci. Ma question s'adresse à monsieur Patrick Kanner, ministre de la Ville, de la Jeunesse et des Sports. Euro 1984, Coupe du Monde 1998 de football, Coupe du Monde de rugby 2007. Les grandes compétitions sportives accueillies par la France ont été couronnées de succès et ont laissé un souvenir impérissable à des générations de Français. L'Euro de football qui se déroulera du 10 juin au 10 juillet 2016 sur notre sol ne fera pas exception, c'est évident. Nous devons, Monsieur le Ministre, être à la hauteur d'un événement qui rassemblera 24 nations européennes pour une compétition exaltante. C'est vrai en matière sportive et nos vœux de réussite, bien sûr, accompagnent l'équipe conduite par Didier Deschamps, mais cela doit être aussi vrai dans les autres dimensions de la vie de nos concitoyens. Chers collègues, jeudi 23 octobre, le 6e comité de pilotage de l'Euro 2016 s'est réuni à Bordeaux. Des décisions importantes ont alors été prises pour parfaire l'organisation de l'Euro. Les retombées attendues pour nos territoires sont significatives. L'Euro 2016, c'est la rénovation de 10 stades accueillant la compétition. Ce sont 2 milliards d'euros investis dans le secteur du BTP. Ce sont des créations d'emplois pour le bâtiment, le tourisme, les transports, l'hôtellerie, la restauration. L'Euro 2016, c'est une vitrine pour favoriser la France et ses atouts. Monsieur le ministre, le gouvernement a également décidé
de profiter de cet événement pour favoriser l'aménagement du territoire et développer la solidarité. 20 millions d'euros y seront consacrés. C'est tout le sens de la mobilisation de moyens exceptionnels en matière de services civiques et de création de nouveaux équipements. Monsieur le ministre, quelles conséquences tirez-vous de ces belles perspectives? Merci. La parole est à Monsieur Patrick Caner, ministre de la Ville, de la Jeunesse et des Sports. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Guy Delcourt, l'Euro, effectivement, est la troisième compétition sportive la plus suivie après les Jeux Olympiques et la Coupe du Monde de football. La France l'organise pour la troisième fois. Il y a eu 1960, 1984, il y aura 2016. Cette 15e édition devrait nous amener 2,5 millions de spectateurs, plusieurs millions de touristes et de supporters et plus de 2 milliards de téléspectateurs en audience cumulée. Cet événement est exceptionnel, monsieur le député, et doit être l'occasion de faire rayonner la France, mais aussi de la rassembler, et je l'ai évoqué la semaine dernière avec notre collègue Thierry Braillard autour du Premier ministre et de Michel Platini lors du comité de pilotage sous l'autorité de monsieur Alain Juppé à Bordeaux. C'est sur ce second point que vous m'interpellez. Vous avez raison de le faire. L'Euro 2016 doit être un grand rendez-vous de tout un pays, notamment autour des deux priorités de ce quinquennat, l'emploi et la jeunesse. Un rendez-vous pour l'emploi tout d'abord, avec la construction ou la rénovation de 10 stades des villes hautes, représentant un investissement de 2 milliards d'euros, générant 20 000 emplois dans le secteur du bâtiment et des services. Le stade Bollard, et vous le savez, est en construction aujourd'hui. À cela s'ajoutent des opportunités pour structurer la filière du sport naturellement. Enfin, avec Myriam El Khomri, je veux que nos quartiers politiques de la ville bénéficient pleinement de l'effervescence générée par la compétition et nous aurons des actions en direction de nos jeunes en la matière, sans jamais oublier les Outre-mer. En résumé, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Delcourt, nous ferons de l'Euro 2016 un grand rendez-vous populaire, ambitieux, un rendez-vous où les Français seront fiers. La destination France devient aujourd'hui une norme d'excellence en matière sportive. Merci, Monsieur le ministre. La parole est à Monsieur Stéphane Claireau. Merci, Monsieur le Président, mes chers collègues. Ma question s'adresse à Monsieur le secrétaire d'État chargé des transports, de la mer et de la pêche. Alors que notre pays a besoin d'emplois et de projets économiques porteurs, nous n'avons pas le droit de passer à côté du formidable atout que représente le potentiel maritime français. L'une des cartes maîtresses économiques de la France, nous l'avons affirmé suffisamment souvent dans cette Assemblée, c'est sa puissance maritime. Notre deuxième rang mondial nous ouvre des perspectives de développement considérables, mais nous impose également des obligations et des responsabilités en tant qu'État souverain et État côtier. Le comité interministériel de la mer de décembre 2013 ne s'y est pas trompé, en prévoyant notamment des mesures concrètes pour consolider les moyens de l'action de l'État en mer. Si l'on ne peut que rejoindre cette dynamique au niveau national et international, je m'interroge toutefois concernant sa déclinaison dans les territoires ultramarins, et notamment dans notre archipel nord-américain de Saint-Pierre-et-Miquelon, où des travaux récents des services de l'État ont mis en lumière un manque criant, pour ne pas dire l'absence cruelle, de moyens pour assurer le respect des missions essentielles de sécurité des personnes et des navires, ou encore l'accompagnement économique nécessaire dans le cadre de l'accroissement des flux maritimes que l'on peut espérer avec le développement à Saint-Pierre-et-Miquelon des activités liées à la mer et au trafic portuaire. Des investissements sont ainsi urgents afin de doter les administrations participant à la fonction garde-côte de moyens nautiques hauturiers adaptés, de moyens de communication radar et VHF modernes et performants et d'équipements de lutte contre la pollution. Ce sont à minima les conditions pour que l'État puisse remplir ses devoirs régaliens et essentiels de sécurité maritime. Aussi, Monsieur le ministre, la question qui se pose est celle de la capacité de l'État à se doter de moyens à la hauteur de ses ambitions maritimes, ceci sur tout le territoire national, surtout dans une collectivité isolée, mais à grand potentiel, telle que Saint-Pierre-et-Miquelon. Merci. La parole est à Monsieur Jean-Marie Le Guen, secrétaire d'État chargé des relations avec le Parlement. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Stéphane Claireau. Je vous rejoins dans votre constat. La France est un pays maritime qui doit mieux prendre conscience de ses atouts dans ce domaine. C'est ce qui a amené mon ami Alain Vidalis, qui est aujourd'hui, et que je veux excuser puisqu'il est retenu en audition au Sénat, à proposer, un mois après son arrivée au gouvernement, une communication en Conseil des ministres sur la politique maritime, une politique au service notamment de l'emploi et de l'environnement.
Vous l'avez dit, monsieur le député, la mer génère 300 000 emplois directs dans notre pays, plus d'1 million d'emplois indirects, 65 milliards d'euros de chiffre d'affaires, sans compter les activités littorales. La France dispose de points forts et compte plusieurs leaders mondiaux dans le domaine de l'économie maritime. Et vous avez raison de soulever la place prise par les Outre-mer dans cet enjeu structurant. Je vous rejoins dans l'idée qu'il n'y a pas d'action efficace en ce domaine sans une action résolue de l'État. Ainsi, un seul exemple, la France, s'appuyant sur les données scientifiques du programme Extraplac, a déposé une demande d'élargissement de son plateau continental, et Mme Girardin le sait bien. Cela concerne au premier chef Saint-Pierre et Miquelon. Il faut que nous nous donnions les moyens d'une action de l'État en mer efficace pour sécuriser ces espaces. C'est aujourd'hui la principale mission du secrétariat général à la mer. Pour ce qui concerne les moyens, je laisse au débat budgétaire le soin de revenir vers les administrations qui pourront faire face à ces demandes. Les missions régaliennes sont en tout état de cause fondamentales, confirmant la nécessité de coordonner sous l'égide du Premier ministre l'action de la mer. Croyez, monsieur le député, à l'engagement résolu du gouvernement à vos côtés. La parole est à monsieur Guénaël Huette. Merci, monsieur le président. Ma question s'adresse à monsieur le ministre des Sports. Cet été, monsieur le ministre, les sportifs français ont remporté de nombreux titres, avec 23 médailles au championnat d'Europe d'athlétisme, avec 10 médailles au championnat d'Europe de natation. Et l'équipe de France de football a réalisé, elle, une très belle Coupe du Monde. Et enfin, nos cyclistes se sont distingués sur le Tour de France. Dans la même période, la France a su accueillir la Coupe du Monde féminine de rugby, les Jeux équestres mondiaux, et la France a renforcé depuis près de 20 ans son excellence en ce qui concerne l'organisation d'événements sportifs. Ce savoir-faire a un impact très positif et très important en matière de retombées sur l'économie et le tourisme de notre pays. Cependant, au-delà de la vitrine médiatique, le sport reste un secteur d'activité insuffisamment reconnu et exploité. Malgré ses 17 millions de licenciés, malgré ses 3,5 millions de bénévoles, malgré ses 170 000 salariés, malgré une dépense globale de 35 milliards d'euros, notre pays n'utilise pas suffisamment le vecteur sportif comme un élément de développement et de croissance économique. Notre collègue Valérie Fourneron, quand elle était ministre des Sports, avait annoncé l'arrivée d'une loi cadre qui devait traiter de plusieurs sujets relatifs au sport et qui aurait été sans doute l'occasion aussi d'aborder l'impact économique du sport. Par ailleurs, alors même que le budget du sport est en baisse et que le sport de haut niveau est particulièrement touché, pouvez-vous nous dire, monsieur le ministre, quelle est la politique de notre pays en matière d'accueil de grandes compétitions internationales et de manière plus générale, nous indiquer votre position sur l'utilisation du sport comme secteur économique à part entière. La parole est à monsieur Patrick Kanner, ministre de la Ville, de la Jeunesse et des Sports. Monsieur le Président, monsieur le député Huet, je suis d'accord avec vous. La richesse nationale sportive s'établit à 35 milliards d'euros. Elle représente près de 2% du produit intérieur brut, 400 000 emplois. C'est un secteur en croissance, comme cela l'est au niveau international. Un gisement d'emplois, de richesses que nous devons pleinement exploiter. Je le mentionnais tout à l'heure, une réflexion est engagée pour structurer une filière de l'économie du sport. Si nous comptons des entreprises de grande qualité, il faut savoir qu'elles ne coopèrent pas suffisamment ensemble. L'Euro 2016 sera d'ailleurs, de ce point de vue, une vitrine formidable. Nous devons montrer toute l'étendue du savoir-faire français afin de cibler les pays organisateurs des grandes compétitions sportives. Monsieur le député, le 11 décembre prochain auront lieu les rencontres internationales des grands événements sportifs organisés conjointement par les ministres des Sports et des Affaires étrangères. Cette réunion a vocation à mettre en relation les entreprises françaises avec les décideurs de ces pays. C'est ce qu'on appelle la diplomatie sportive. Aujourd'hui,
Nous voulons créer une filière de l'économie du sport en lien avec le ministère chargé de l'économie. Nous voulons mettre en place un observatoire de l'économie du sport ayant vocation à alimenter les travaux de la filière sport en données fiables et développer une stratégie. Nous voulons une démarche sport à l'export qui vise à coordonner les initiatives de plusieurs ministères pour pouvoir accompagner votre demande, monsieur le député. Thierry Braillard sera d'ailleurs présent à Doha. Un seul être vous manque, manifestement. Il sera présent à Doha la semaine prochaine, accompagné d'entreprises sportives pour appuyer la démarche que je viens de vous présenter. Merci. La séance des questions au gouvernement est terminée. La séance est suspendue.